Merci de votre fidélité à la radio du Monde. Il est 22h ici à Paris, 21h en temps universel. Zoé Sfez. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, présentée ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Edmond. Bonsoir Zoé, bonsoir à tous. En Syrie, c'est une première et c'est un grand succès pour les rebelles. Ils ont réussi à prendre le contrôle d'un grand champ de pétrole dans la région de Deir ez-Zor. À Damas, les combats et les bombardements continuent. 134 personnes sont mortes au moins ce dimanche. Le président français François Hollande était ce dimanche en Arabie Saoudite pour parler justement de la Syrie avec le roi Abdallah. Les deux hommes se rencontraient pour la première fois. Ils partagent la même vision de la crise syrienne. Enfin, en Libye, des combats violents ont opposé l'armée à une milice locale en plein cœur de la capitale Tripoli. Les raisons de cet affrontement ne sont pas encore tout à fait claires. Le journal en français facile. Comme chaque jour, depuis plus d'un an, les combats ont été intenses en Syrie. Le dernier bilan parle de 134 victimes pour cette journée de dimanche. Une journée importante pour les insurgés syriens. Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils ont réussi à prendre le contrôle d'un champ de pétrole dans l'est du pays. C'est une première depuis le début de la révolte. Christophe Paget. C'est un des plus grands champs pétroliers de la province de Deir ez-Zor qui serait tombé entre les mains des rebelles après plusieurs jours de siège. L'armée syrienne libre en aurait profité pour récupérer ce dont elle manque cruellement, du matériel, entre autres des munitions, des véhicules blindés et un char. Chose rare, elle aurait aussi abattu dans cette même région un avion de l'armée régulière et fait prisonnier son pilote. De fait, dans ce conflit, le gouvernement de Bachar al-Assad s'appuie largement sur ces avions qui, ce dimanche encore, ont pilonné Alep et Idlib dans le nord et le nord-est. Bombardement également de la Ghouta orientale, cette campagne qui borde l'est de Damas et où samedi déjà 14 personnes avaient été tuées selon l'OSDH. À Damas même, à en croire les médias officiels syriens, un nouvel attentat aurait blessé 11 civils dans le quartier qui abrite le siège de l'état-major de l'armée. Et puis Mohamed Rafea, un acteur connu enlevé dans la nuit de vendredi à samedi, aurait été abattu selon l'OSDH par les rebelles qui l'accusaient de faire partie des milices civiles du régime. Sur le plan politique, l'opposition du CNS a entamé une réunion de 4 jours à Doha, au Qatar. Objectif, s'ouvrir une nouvelle fois pour être plus représentatif de la population. Une représentativité qui avait d'ailleurs été mise en cause ces derniers jours par les Américains. Christophe Paget. En Iran, le Parlement a convoqué ce dimanche Mahmoud Ahmadinejad. Le président iranien a 1 mois pour se présenter devant le Parlement. Il doit s'expliquer sur la gestion de la grave crise monétaire qui frappe le pays. En 1 an, le rial, la monnaie iranienne, a perdu les 2/3 de sa valeur face au dollar. C'est une conséquence des sanctions bancaires et pétrolières imposées par les États-Unis et par l'Europe contre le pays. Les parlementaires iraniens, qui sont très conservateurs, reprochent au président de ne pas être intervenu sur le marché des changes. Le dossier iranien, justement, et la crise en Syrie aussi étaient les principaux enjeux de la rencontre ce dimanche entre le président français François Hollande et le roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Cela s'est passé à Jeddah, au bord de la mer Rouge. C'est la première fois que les deux hommes se rencontraient, mais tous les deux partagent la même approche de la diplomatie dans cette région. Ils se sont entretenus pendant 2 heures ce dimanche. Les discussions se sont concentrées sur les sujets politiques, comme l'explique François Hollande. Entre le roi et moi-même, nous avons les mêmes principes, qui sont ceux de la stabilité, de la sécurité, mais également sur le plan économique, de la croissance. Nous aurons l'occasion, lors d'un prochain déplacement, de discuter des relations économiques entre nos deux pays. Nous n'avons pas voulu confondre les exercices. Aujourd'hui, c'était de politique qu'il s'agissait. C'était de confiance réciproque. L'intérêt de ce voyage, c'était d'établir des relations personnelles avec le roi, que j'ai rencontré pour la première fois, mais aussi avec le prince héritier, les principaux ministres avec lesquels nous étions déjà en étroite relation. Le président François Hollande, juste avant cette visite en Arabie Saoudite, il a fait une courte visite à Beyrouth. Il a voulu faire un geste politique fort pour soutenir le Liban, un pays très proche historiquement de la France et qui souffre beaucoup de la crise en Syrie. Au Koweït, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté dans la banlieue de la capitale avant d'être dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Ils protestent contre un amendement à la loi électorale. Il a été approuvé
par l'émir du Koweït. Cet amendement pourrait, selon eux, permettre des manipulations dans les résultats des élections anticipées. Elles vont avoir lieu en décembre. En 2 semaines, 2 manifestations comme celle-ci ont déjà été réprimées par les forces de l'ordre koweïtiennes. Elles n'ont pas fait de blessés. L'émir du Koweït a donc reçu aujourd'hui 4 membres de l'opposition pour tenter de calmer la situation dans le pays. Les chrétiens coptes d'Égypte ont un nouveau patriarche. Il s'appelle Taoudros II. Il succède à Shenouda III, mort en mars dernier. À 60 ans, Tawardos II est un pape assez jeune. Il est aussi moins conservateur que Shenouda III, plus ouvert sur les questions de l'islam et sur les questions de société, comme le divorce par exemple. Quelques heures après sa désignation par tirage au sort, le président égyptien Mohamed Morsi, qui vient des frères musulmans, lui a présenté ses félicitations. En Libye, de violents affrontements ont opposé ce dimanche l'armée et la police à une brigade locale dans le centre de la capitale Tripoli. Depuis la nuit dernière, les forces de l'ordre libyennes encerclaient un bâtiment, le quartier général de cette milice locale. Ce soir, elles ont visiblement réussi à prendre le contrôle de ce lieu, mais encore maintenant, les raisons de cet assaut ne sont pas très claires. À Tripoli, pour RFI, Abla Jounaidi. L'après-midi entière, Tripoli a pu entendre les tirs de canons anti-aériens et de missiles RPG dans la rue Al-Zawiya au sud de Tripoli. L'armée et la police auraient donc réussi à reprendre le contrôle du bâtiment abritant anciennement les services de sécurité libyens et qui était devenu depuis la libération de Tripoli le QG d'une milice locale. Les récits divergent encore sur les causes de la confrontation. La police et l'armée annonçaient dans l'après-midi que le but était de déloger la milice et son chef Mohamed El-Warfali. Ce dernier est suspecté d'avoir armé la ville de Bani Walid dans le récent conflit qui l'opposait à l'armée. On ignore toujours si lui et ses hommes ont été arrêtés ou s'il a réussi à fuir. En tout cas, le ministère de l'Intérieur présente cette opération comme une victoire sur une milice illégale et l'armée, elle, affirme avoir tiré en l'air pour éviter l'effusion de sang, même si le bilan humain n'est pas encore tout à fait connu. Abla Jounaidi, Tripoli, RFI. La délégation d'Ansardine, l'un des groupes islamistes qui contrôle le nord du Mali, a commencé ce dimanche soir à négocier à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Cette délégation d'Ansardine est arrivée vendredi soir dans la capitale burkinabé. Le président du Burkina, Blaise Compaoré, est le médiateur de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sur le dossier du Nord Mali. Il espère une solution négociée dans la région, alors que se prépare l'envoi d'une force militaire dans le nord du Mali. Pour cette raison, il veut pousser Ansardine à rompre avec ses alliés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, qui contrôle une partie du nord Mali. Par ailleurs, ce soir, les représentants d'Ansardine ont confirmé qu'ils ont bien rencontré le ministre malien des Affaires étrangères, Tieman Koulibaly. Il était de passage à Ouagadougou. Il y a bien eu des discussions entre eux, mais nous n'avons pas d'informations sur ce qui s'est dit lors de cet échange. Et comme chaque dimanche, c'est l'heure de retrouver maintenant Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Cette semaine, une expression que l'on a beaucoup entendue quand on parlait des élections aux États-Unis, l'expression être coude à coude. À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, on ne sait pas trop qui va gagner, qui va l'emporter. Obama et Romney se tiennent dans les sondages. S'il y a un écart entre les candidats, il est vraiment faible. C'est pour ça qu'on dit qu'ils se tiennent. On dit aussi qu'ils sont au coude à coude. Et ça, on l'entend partout. L'image, elle vient du sport et spécialement de la course à pied. Comme si on imaginait 2 coureurs à côté l'un de l'autre. Alors, le coude de l'un touche pratiquement le coude de l'autre. Il n'y en a aucun qui est vraiment devant, aucun ne s'est détaché. Et le plus souvent, on entend cette expression quand une bataille oppose 2 concurrents, et non pas 3 ou 4. Donc ça donne l'idée d'un duel, d'une bataille entre 2 personnes. Yvan Amar, les élections américaines et toutes les informations que vous avez entendues dans ce journal, vous les retrouvez évidemment sur le site de RFI, www.rfi.fr. C'est la fin de cette édition du journal en français facile. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous le retrouvez, vous pouvez le réécouter et vous pouvez aussi lire le script de ce journal sur le site de RFI. 22h10 ici à Paris.